La vitesse de la lumière, c'était une constante. Donc à partir de là, on a montré que si vous voulez, que la transformation de Galilée maintenant n'est plus valable. La loi de composition de vitesse n'est plus valable, d'accord? Et on était obligé donc de trouver une autre transformation qui nous permet de passer, si vous voulez, de passer d'un référentiel R à un référentiel R', ou bien l'inverse, c'est-à-dire de R' vers R. Et on a établi, si vous voulez, la transformation de Lorentz, d'accord, qui nous fait donc ce passage-là de R vers R'. Et cette fois-ci, ce n'est pas uniquement les coordonnées de l'espace qui vont être transformées, mais là aussi, il y a aussi le temps qui se transforme. Donc on passe de T à T' et de T' à T, d'accord, selon cette transformation. Donc on a donné cette transformation et on l'avait établie. On a défini aussi les quadrivecteurs, etc. Maintenant, si vous voulez, la chose qui va venir par la suite, c'est les conséquences de cette transformation de Lorentz. Donc les conséquences, on a vu la dernière fois, la première conséquence, c'était le phénomène de dilatation du temps. D'accord, phénomène de dilatation du temps. Donc on l'avait expliqué la dernière fois. Donc pour montrer ça, je reprends toujours le même exemple que ce que j'ai fait la dernière fois. Je considère deux référentiels. Il y a un référentiel, si vous voulez, qui est R', dans lequel je me trouve au repos. Il y a un référentiel R qui voit le référentiel R' en mouvement. L'exemple que j'ai donné la dernière fois, c'était le train. Donc je suis sur le train, je regarde la lampe. À l'instant T'1, j'allume la lampe. Et à l'instant T'2, j'éteins la lampe. D'accord? Donc la lumière a été allumée pendant une durée, si vous voulez, T'2 moins T'1. Donc la durée d'allumage, pour nous, c'est delta T0. D'accord? C'est un temps que je mesure et je suis au repos. Je suis sur le train, dans le wagon, et je regarde la lampe. Donc pour moi, la lampe, elle est fixe, il ne bouge pas. Donc le phénomène que je suis en train d'étudier, il est au repos. Donc là, je mesure un temps que j'appelle un temps propre. Donc je suis au repos, je regarde la lampe, j'allume à l'instant T'1 et j'éteins à l'instant, si vous voulez, T'2. Si je regarde maintenant la position par rapport toujours à ce référentiel fixe, la lampe n'a pas bougé. Donc sa position par rapport à l'axe des X, c'est toujours, je note ça par exemple, X'0. Donc la position ne change pas. À l'instant T'1, j'allume, à l'instant T'2, j'éteins. Donc je mesure, si vous voulez, un temps d'allumage. J'allume à 10 heures. Et j'éteins la lumière, si vous voulez, à 11 heures. Donc la durée d'allumage, c'est 11 heures moins 10 heures, donc ça me donne 1 heure. Donc j'ai allumé la lampe pendant une durée de 1 heure. Maintenant, vu d'un autre observateur, c'est-à-dire celui qui est à la gare et qui voit le train en mouvement. D'accord? Moi, je suis dans le wagon, donc je suis en mouvement par rapport à l'observateur qui est lié à la gare. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a son horloge. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lorsque moi j'allume la lampe, lui, moi j'ai mesuré, l'instant pour moi c'était T'1, pour lui le temps c'était T1. D'accord? Lorsque j'ai éteint la lampe, pour moi c'était T'2, pour lui c'était T2. Donc c'est-à-dire lui, il a vu la lumière qui a été allumée à l'instant T1 et éteinte, si vous voulez, à l'instant, si vous voulez, T2. Donc pour lui, le phénomène, l'allumage pour lui, l'allumage de la lampe, a duré entre T2 et T1, c'est-à-dire delta T égale T2 moins T1. Donc pour lui, il a mesuré delta T. Et moi, sur le train, j'ai mesuré delta T', d'accord? Que je note, si vous voulez, delta T0. Donc moi, je mesure une chose et lui, il va mesurer autre chose. Maintenant, si je regarde du point de vue coordonné, moi, j'ai dit, je mesurais T'1 et la position, c'était X'0. Et j'ai mesuré T'2 et la position, c'est toujours la même. C'est X'0, la position n'a pas changé par rapport à moi. Pour lui, il a mesuré T1, où la position pour lui, c'était X1. Il a mesuré T2 et la position pour lui c'était X2. Maintenant, je peux passer entre ces coordonnées T1, X1 et T'1, X'0. Donc je peux appliquer la transformation de Lorentz et trouver la relation entre les T et X. La même chose pour T'2, donc pour lui T2, il peut mesurer T2, il peut l'exprimer en fonction de T'1, T'2 et X'0. D'accord? Donc il peut faire ce passage à partir de la transformation de Lorentz d'une manière facile si vous voulez. Voilà, donc pour lui T1, T1 mesuré par rapport à lui, il va exprimer en fonction des données dans le référentiel R', le train. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, il va écrire T1 est égal à gamma, facteur du temps mesuré dans le référentiel R', c'est-à-dire T'1, et la position, c'était, j'ai dit, c'était X'0 dans le train, dans le référentiel R'. D'accord? Donc il écrit comme étant T1 égale gamma T'1 plus bêta sur C X'0. T2, ça correspond à T'2 et le X'0. Donc ça va s'écrire sous la forme T2 égale gamma T'2 plus bêta sur C X'0. Vous voyez que T'2 a été mesuré et la position c'était, si vous voulez, X'0. D'accord?
Donc vous voyez maintenant, là il faut faire attention du point de vue temps lorsque vous écrivez la transformation de Lorentz. Donc j'exprime T1, X1 en fonction de T'1 et la position. Donc voilà, si vous voulez, maintenant j'ai trouvé T1 et j'ai trouvé T2 de cette manière. Vous constatez qu'il y a le terme bêta sur C exprime 0. Bêta sur C, c'est la vitesse de translation. Donc j'ai bêta sur C exprime 0 et ici aussi j'ai bêta sur C exprime 0. Donc de cette manière-là, pour lui, si vous voulez, la lumière a été allumée, j'ai dit, à l'instant T1 et éteinte à l'instant T2. Donc la durée de l'allumage, c'est T2 moins T1. Delta T, différence T2 moins T1, qu'est-ce que ça va me donner? Donc si je fais T2 moins T1, je vais avoir, je le remplace, donc ça va me donner gamma T'2 moins T'1. Donc T'2 moins T'1, c'est quoi? C'est l'instant pour l'observateur, si vous voulez, lié au train, d'accord? Il a allumé à T'1 et il a éteint, si vous voulez, la lumière à T'2. Donc la durée, si vous voulez, de l'allumage par rapport à l'observateur du train, c'est T'2 moins T'1 qui est égal à delta T', ou bien je note ça delta T0. Donc delta T0, pourquoi? Parce que c'est au repos. Je regarde la lampe, il est au repos par rapport à moi. Par rapport au référentiel R', la lampe est au repos. Donc lui, je mesure, si vous voulez, sur le train, je mesure un temps qui est propre. Par contre, pour lui, pour l'observateur qui est lié à la gare, lui, il voit le train, si vous voulez, en mouvement. Donc il voit la lampe se déplacer par rapport à lui. D'accord? Donc pour lui, il va mesurer quelque chose qui est apparent. Donc il faut toujours connaître où est-ce que le phénomène se déroule. D'accord? La lampe, il est là, sur le train. Donc moi, si je suis sur le train, je suis lié au référentiel R', je mesure quelque chose qui est propre. Je dis temps propre. D'accord? Pour lui, il va mesurer quelque chose qui se déplace par rapport à lui. Le train se déplace, la lampe se déplace. Donc lui, il va voir quelque chose qui bouge. Donc pour lui, T2 moins T1, c'est delta T, c'est le temps mesuré par l'observateur qui voit le train en mouvement. Et il est fonction de T'2 moins T'1, c'est-à-dire le temps, ou bien la durée qui est mesurée dans le référentiel R', c'est-à-dire qui est lié au train. D'accord? Donc vous voyez que la relation maintenant que je trouve qui est très importante, c'est delta T est égal à gamma delta T0. Vous vous en souvenez? Pour Galilée, on avait delta T égale delta T0. C'est-à-dire à faible vitesse, je mesure une heure ici, c'est la même chose que si je la mesure dans le référentiel R'. Le temps, la durée, si vous voulez, est la même. Delta T égale delta T'. Maintenant, vous voyez que c'est plus la même chose. Lui, il va mesurer delta T, moi, je mesure delta T0. D'accord? Et delta T est égal à gamma multiplié par delta T0. Donc gamma, c'est quelque chose qui est toujours supérieur ou égal à 1. Donc en général, le gamma, ça peut être égal à 10, ça peut être égal à 20, ça peut être égal à 1,5, ça peut être égal à 2. Vous voyez que maintenant, lui, il va mesurer delta T égale gamma, supposons que gamma égale 10. Donc si vous voulez, lui, il va mesurer delta T et il est égal à 10 fois ce que je mesure moi sur le train. C'est-à-dire si moi je mesure 1 heure, lui, il va mesurer 10 heures. D'accord? Donc la durée d'allumage pour moi, c'est 1 heure, mais pour lui, c'est 10 heures. Voilà ce que ça... Donc delta T, je l'appelle toujours temps apparent. Delta T, c'est-à-dire ce qui est mesuré par rapport à l'observateur de la gare, c'est un temps qui est apparent. Et ce qui est mesuré au repos, c'est un temps propre. Donc la relation qui lie les deux, c'est que le temps apparent est égal à gamma multiplié par le temps propre. Donc vous avez toujours delta T plus grande que la durée mesurée dans le référentiel propre. Delta T égale gamma delta T0. Mais attention, donc là, il faut faire toujours attention, comme je le dis toujours, il faut toujours identifier lequel est le référentiel du repos et lequel est le référentiel qui voit le phénomène que vous êtes en train d'étudier en mouvement. D'accord? Donc maintenant, supposons que moi je suis sur le train. D'accord? Je bouge avec le train et c'est lui qui va allumer la lumière. Donc pour lui, à l'instant T1, il va allumer la lumière. Pour moi, je vois la lumière s'allumer à l'instant T'1. Pour lui aussi, il va éteindre la lumière à l'instant T2. Moi, je vois le temps, si vous voulez, c'est T'2. Qu'est-ce qui mesure le temps propre et qu'est-ce qui mesure le temps apparent dans ce cas-là? Pour moi, je suis sur le train. Je mesure le temps propre ou bien je mesure le temps apparent? Apparent. Moi, je vois, si vous voulez, l'observateur, c'est comme si moi, je suis dans un référentiel fixe, et c'est lui, c'est-à-dire celui qui est à la gare, c'est lui qui s'éloigne de moi, d'accord? C'est lui qui bouge. Donc, c'est l'autre référentiel qui bouge par rapport à moi. Donc, moi, je mesure quelque chose qui est là-bas, qui bouge par rapport à moi. Donc, tout ce qui bouge par rapport à moi, c'est apparent. D'accord? Donc, pour lui, c'est propre, pour moi, c'est apparent. Vous voyez que les rôles sont inversés. Tout à l'heure, c'était moi qui allume et éteins, donc pour moi, je mesure le temps propre. Lui, il mesure le temps apparent. Maintenant, si la lampe, c'est lui qui l'allume et moi, je bouge par rapport à lui, donc lui, il mesure le temps propre et moi, je mesure le temps apparent. Donc ça,
Vous voyez que les choses sont inversées. Donc ça dépend du référentiel. Il faut toujours, pour l'étude, savoir lequel est le référentiel de repos du phénomène que vous êtes en train d'étudier et lequel, si vous voulez, est le référentiel apparent, c'est-à-dire qui mesure le temps apparent, qui voit le phénomène qui se déplace par rapport à lui. D'accord? Si vous identifiez les deux référentiels, vous pouvez toujours savoir lequel est le temps propre, lequel est le temps apparent. Donc il faut bien saisir cette notion-là de propre et apparent. Donc tout dépend du référentiel. Donc voilà, si vous voulez, pour ce phénomène de dilatation du temps. Maintenant, comme j'ai dit, ça paraît un peu ridicule. D'accord? Comment? Lui, il mesure 1 heure, et moi, je mesure 10 heures. Ça paraît un petit peu bizarre. D'accord? Donc il fallait le vérifier. Si je ne le vérifie pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc on doit le vérifier expérimentalement. Donc expérimentalement, ça marche très bien. Donc si vous voulez, si je n'applique pas ce phénomène de dilatation du temps, je ne peux pas expliquer certains phénomènes. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple qui explique ce phénomène de dilatation du temps. D'accord? Et si vous voulez, ce schéma, si vous voulez, c'est l'interaction d'un rayon cosmique au niveau de la haute atmosphère, c'est-à-dire à 30 km ou bien 40 km si vous voulez de chez nous, donc en haut. Donc il y a, si vous voulez, des rayons qu'on appelle des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, c'est quoi? C'est tout simplement, ils sont constitués en général, si vous voulez, de à peu près 96% des protons, ce sont des protons, 3% des alphas, et le reste, si vous voulez, des noyaux, de différents noyaux. Ces protons et ces alphas, etc., ces rayons cosmiques que j'appelle rayons cosmiques primaires, ces rayonnements, si vous voulez, ils arrivent avec une énergie qui est énorme. D'accord? Ils possèdent, si vous voulez, une énergie cinétique qui est très très grande. Leur origine en général, ce sont des rayons cosmiques qui proviennent de l'extérieur de notre système solaire, donc ce n'est pas notre système solaire qui envoie, si vous voulez, ces particules. Ça peut être de notre galaxie. Et ils peuvent être aussi d'origine, si vous voulez, extragalactique, ça veut dire qu'ils proviennent de l'extérieur de notre galaxie. Jusqu'à présent, si vous voulez, l'origine reste toujours inconnue. Le mécanisme de propagation, ça reste toujours aussi mal connu, d'accord? Et le mécanisme d'accélération de ces rayonnements-là, c'est-à-dire ces protons qui arrivent avec cette énergie, c'est des énergies qui sont énormes. Donc c'est des protons-là qui arrivent, par exemple, à des énergies qui sont de l'ordre de 10 puissance 20 électronvolts. 10 puissance 19, 10 puissance 18, 10 puissance 16, 10 puissance 12, d'accord? Donc différentes énergies, d'accord? Donc c'est une énergie qui est énorme. Et lorsqu'ils arrivent, si vous voulez, au niveau de la haute atmosphère, si vous voulez, de l'atmosphère donc du 0 jusqu'à 30 km, 35 km. Donc c'est là où on trouve, si vous voulez, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, etc., c'est-à-dire des noyaux ou bien des molécules. Donc ces rayonnements-là, lorsqu'ils arrivent avec cette énergie énorme, d'accord? Et le résultat de l'interaction, c'est la production de plusieurs particules. Par exemple, j'ai un proton qui va frapper un proton avec l'énergie, si vous voulez, avec laquelle il vient, qui est énorme. Donc un proton plus un proton, ça peut donner des protons, ça peut donner des neutrons, ça peut donner des noyaux. Et en même temps, il peut donner, si vous voulez, des particules qu'on appelle des particules élémentaires, c'est-à-dire des particules qui ne participent pas à la composition de la matière. Si vous prenez personnellement, ou bien la table, ou bien n'importe quoi, c'est formé par comme vous le savez, c'est des atomes. D'accord? Atomes, molécules, et donc c'est la composante principale, c'est des protons, des neutrons, ou bien, si on va encore plus loin, donc il y a des quarks U, D et des électrons. Donc n'importe quelle matière, il est formé par ces trois éléments-là. Quark U, quark D et quark et électron. Il y a la matière. N'importe quelle matière, il est fabriqué par ça. Mais lorsqu'on fait ces réactions avec cette énergie-là, j'ai dit qu'il y a production de nouvelles particules qui ne sont pas fabriquées par des quarks U, ou bien il peut exister U, mais avec autre chose. D'accord? Donc, si vous voulez, dans ce cas-là, vous voyez qu'on fabrique de nouvelles particules. Des particules, on va les voir, si vous voulez, en E6. Par exemple, on va avoir des pi plus, pi moins, pi 0. C'est des particules qui sont instables. Et c'est des particules qui ne constituent pas la matière. D'accord? Donc ces particules-là, si vous voulez, ce sont des particules qui sont très instables. Ils peuvent vivre un temps très court et ils se désintègrent. Ils vont mourir. D'accord? Je prends par exemple le pi 0. Pi 0, c'est une particule, il peut vivre 10-8 secondes. Et juste après, il va me donner gamma 1 plus gamma 2. Il va me donner, si vous voulez, 2 photons. D'accord? Il va me donner 2 photons gamma de l'énergie H nu 1 ou H nu 2. Donc ça, c'est par exemple le mode de désintégration de ce pion-là. Pi 0, il va me donner par exemple 2 gamma. Par la suite, donc, il va vivre un certain temps, il va parcourir une certaine distance et il disparaît en donnant, si vous voulez, 2 photons. D'accord? Ça c'est un exemple. D'accord? Je peux prendre par exemple, ce qui m'intéresse, pi moins ou bien pi plus. Le pi moins, lui, il a une durée de vie, si vous voulez, propre, c'est-à-dire la vie propre de cette particule. C'est à peu près, donc il a une durée de vie propre qui est de l'ordre de 2,2
10-6 secondes. Vous voyez qu'il peut vivre un temps qui est très court de 2,2 microsecondes. D'accord? Ensuite, il va mourir. Lorsqu'il est produit, il est produit avec une vitesse, si vous voulez, qui est de l'ordre de c, donc c'est-à-dire 0,99 c. Donc c'est une vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière. Et si je connais la vitesse et je connais la durée de vie, je connais le temps pendant lequel il était vivant, donc à ce moment-là, je peux déterminer la distance, combien il peut parcourir, la distance parcourue. D'accord? J'ai donc interaction et j'obtiens un pion. Le pion, il va parcourir une distance et il va disparaître. Donc lorsqu'il va disparaître, la même chose. Donc le pi moins, lorsqu'il va disparaître, il va me donner une autre particule instable. Une autre particule que je note le muon. Mu moins plus l'antineutrino mu. D'accord? Ce n'est pas le neutrino électronique, c'est le neutrino électronique. Vous voyez que ça, il a 10-8 secondes, il se désintègre et attendez le muon. Le muon, lui, le pion, c'est 10-8. Pardon. C'est quelque chose de l'ordre de 10-8. Le muon, lui, qui a 2,2. 2,2, 10-6 secondes. Donc le muon qui est produit, lui aussi, il est instable. Le muon, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est comme l'électron. D'accord? Il a la charge pratiquement, c'est comme l'électron, mais il est caractérisé, si vous voulez, par le muon. Donc il a une durée de vie, si vous voulez, de l'ordre de 10-6, et il possède une masse, la masse du muon, c'est à peu près 207 fois la masse de l'électron. Donc il est plus lourd. C'est un électron, on l'appelle tout simplement électron lourd. Donc vous voyez qu'il a le muon aussi, il peut vivre de 10-2, 10-2. Ça c'est une vie propre, hein? C'est-à-dire mesurée lorsque le muon est au repos. D'accord? Donc si je connais ça, et je connais la vitesse, par exemple, supposons qu'il vient avec une vitesse 0,9C, ou bien 9C, nous prenons 996C. D'accord? Donc si je connais la vitesse et je connais la durée de vie, je peux déterminer quelle est la distance qu'il parcourt. Je trouve une distance qui est de l'ordre de à peu près 600 mètres. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que, par exemple, c'est 30 km, ça c'est le sol. C'est là où il y a production de le pion. D'accord? Pi moins. Pi moins, il va parcourir une distance et il va se désintégrer. Il va mourir. D'accord? Donc, supposons qu'il a parcouru par exemple 1 km. D'accord? Ensuite, le muon maintenant, lui, il va parcourir, j'ai dit, 600 mètres. D'accord? Il va parcourir 600 mètres. Hein? Et il disparaît. D'accord? Le muon a obtenu, le muon, mi moins. Après, c'est-à-dire une fois c'est-à-dire lorsque j'arrive, si vous voulez, à la durée de vie d'Yalou, c'est-à-dire lorsqu'il atteint la 2,2 microsecondes, il se désintègre. Il va me donner un électron plus neutrino électronique plus neutrino muonique. D'accord? Vous voyez que j'ai une autre désintégration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue maintenant, si je regarde le Fock? Donc, vous voyez qu'il y a le rayon cosmique. Il arrive au niveau de la haute atmosphère, ça c'est la montagne. Donc, il interagit avec, par exemple, un proton avec un proton, il va me donner une cascade de particules. Une cascade de particules, vous voyez, parmi lesquelles il y a des pi. Il y a N, il y a neutrons, il y a N, ça veut dire un noyau, etc. Donc, il y a une cascade, si vous voulez, de particules. Parmi les particules, il y a le pi. D'accord? Vous voyez ce qui est en bleu, donc il va parcourir une certaine distance, après il se désintègre. D'accord? Ensuite, il va me donner le muon. Le muon, normalement, si ça c'est 30 km, supposons qu'il a interagi à 10 km. Le proton, il a interagi à 10 km. Qu'est-ce que ça veut dire? À 10 km, après 1 km, le pion, il disparaît. D'accord? Peut-être 9 km maintenant, 600 mètres, donc combien il va me rester? Il va me rester à peu près 8 km. Il va me rester 8 km. Donc le muon, il arrive jusqu'ici. D'accord? C'est 5 km à peu près, ou bien 6 km. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce muon-là, que je suis en train d'étudier, il ne peut jamais arriver au niveau du sol. Si je prends les choses comme classiquement, c'est-à-dire je dis que la particule a une durée de vie que je connais 2,2 microsecondes, donc jamais ce muon n'arrive au niveau du sol. D'accord? Ça veut dire que vous ne pouvez absolument pas détecter cette particule au niveau du sol. Ça, c'est la mécanique classique, il me dit ça. Et moi, je vous dis maintenant, vous êtes assis, vous êtes traversé par ces particules. D'accord? Ils nous traversent, seulement leur interaction avec notre corps il est très faible. Donc, ils ne laissent pas d'effet, si vous voulez, sur notre corps. Ils peuvent parcourir quelques kilomètres, si vous voulez, sous terre, et après, ils vont disparaître. D'accord? Donc, ça, c'est une contradiction. La théorie classique, il me dit, le muon ne peut jamais arriver au niveau du sol. Alors que moi, je vous dis, on est traversé par ces particules. Pire encore, parfois, si vous voulez, il y a des expériences qui se font sous les montagnes,
D'accord? Par exemple, en Italie, sous une montagne qui s'appelle Gran Sasso, donc il y a une autoroute, si vous voulez, qui passe sous la montagne, d'accord, pour traverser la montagne. Donc il y a, si vous voulez, une autoroute de 12 km de longueur. À 6 km, ils ont pioché, si vous voulez, et ils ont créé, si vous voulez, un laboratoire qui est énorme. Et là, si vous voulez, il y a des détecteurs qui sont énormes. Ces détecteurs, ce n'est pas un détecteur comme ça, des détecteurs qui dépassent 2 fois, si vous voulez, cet amphi. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Tout simplement, on étudie les myons. Donc on essaie d'étudier les myons pour étudier les rayons cosmiques primaires, pour étudier d'où vient le proton, quelle est l'origine d'Ialo, de quelle direction il vient, etc. On l'étudie à travers la composante tertiaire qui est le muon. Parce que j'ai le proton, le pion, ou le pion, le muon. D'accord? Vous voyez que vous êtes sous la montagne, vous avez 1 km 100 de roche qui est si vous voulez, qui vous couvre, d'accord? Et de ce côté-là, vous avez 6 km, de ce côté-là, vous avez 6 km de roche. Donc là, on étudie les myons. Et sous la montagne, je vous dis, le détecteur, on détecte un nombre énorme de ces particules, si vous voulez, qui arrivent à notre détecteur qui est souterrain. C'est même pas sur le sol, mais c'est souterrain. Comment on peut expliquer ça? Comment je peux expliquer ça? Moi, lorsque je fais les calculs, j'ai dit, je prends la durée de vie propre, parce que j'ai pris le muon et j'ai pris sa vie propre. Ça veut dire la delta T d'Ialo propre. Donc maintenant, la seule chose qui permet d'expliquer pourquoi, si vous voulez, ces particules-là arrivent au niveau du sol, c'est la relativité. Parce que moi, je suis ici et je regarde les pions, ou bien les myons, si vous voulez, qui vont venir. Pour moi, le muon, il est en mouvement. Oui, j'ai dit, quelqu'un qui mesure quelque chose en mouvement, qu'est-ce qu'il mesure? Le temps apparent, d'accord? Donc je dois utiliser le temps apparent et ce n'est pas le temps propre. Donc je dois utiliser un delta T et non pas delta T0. T0, pour moi maintenant, ce que je dois calculer, c'est le temps apparent, ce n'est pas le temps propre. Donc je dois utiliser taux qui est égal à gamma T0. D'accord? Si gamma par exemple est égal à 10, ou bien 20, ou je ne sais pas quoi, vous allez avoir le temps qui est égal à gamma multiplié par le temps qui est l'oul. Donc, par exemple, si j'avais 2,2 microsecondes, la durée de vie maintenant, c'est 20 microsecondes. Et avec 20 microsecondes maintenant, si je calcule x égale à taux multiplié par la vitesse, je vais trouver, si vous voulez, plusieurs kilomètres. Et c'est ça ce qui explique pourquoi les myons ils arrivent au niveau du sol. Sinon, je ne peux absolument pas expliquer pourquoi les myons arrivent au niveau du sol. Donc, c'est uniquement la relativité qui explique ça. Donc, ça, c'est une preuve expérimentale de la vérification de ce phénomène de ce qu'on appelle dilatation du temps. Donc le temps se dilate. Maintenant pour moi, le muon c'est quoi? Le temps propre du muon. C'est le référentiel qui est lié au muon. Si je prends le muon et je lui associe un référentiel. Donc l'observateur qui est lié avec le référentiel, lui il va mesurer le temps propre, il va mesurer 2,2. D'accord? Mais moi, je vois le muon en mouvement. Pour moi, je dois mesurer un temps apparent. Donc delta T égale, ou bien taux égale gamma multiplié par taux 0. Et c'est ça ce qui permet d'expliquer pourquoi on observe les myons sur Terre. Donc ça, c'est une vérification expérimentale qui est claire. Deuxième conséquence maintenant, c'est ce qu'on appelle phénomène de contraction des longueurs. D'accord? On a parlé tout à l'heure de dilatation, ça veut dire le temps apparent plus grand que le temps propre. Maintenant, c'est contraction. Ça veut dire que lui, il va mesurer une longueur qui est plus petite que ce que je mesure. Donc maintenant, comment on peut expliquer ça? Comment je peux expliquer ça? Je fais la même chose. Je suis sur le train. Attention, il ne faut pas prendre le train comme étant un phénomène relativiste. Ça, je l'ai dit. Ça, c'est tout simplement pour vous expliquer, pour faciliter les choses, pour comprendre comment ça marche. Mais le train, ou bien l'avion, ou bien, etc., c'est classique. Parabole sur C est très petit. D'accord? Donc j'ai gamma égale à 1. Ça ne change pas. D'accord? À moins que vous ayez, si vous voulez, un instrument très précis qui mesure avec une très très grande précision, à ce moment-là, vous pouvez déceler une petite variation. D'accord? Autrement, vous trouvez ce que vous trouvez classiquement. D'accord? Donc maintenant, on va faire la même chose. Toujours, je prends le train pour faciliter l'explication. Donc je suis sur le train et j'ai la boîte devant moi, d'accord? Et je mesure sa longueur. Donc pour moi, la boîte, il est au repos. Donc je mesure quelque chose qui est... C'est toujours propre. Donc je vais mesurer la longueur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais pointer la position c'est x'2 ou c'est x'1. 6, x'2, x'1, x'2 moins x'1, la longueur propre. C'est la longueur propre. D'accord? Parce que je la mesure au repos. x'2 moins x'1, ça me donne la longueur propre, que je note par exemple L0. D'accord? Donc je mesure, si vous voulez, x'1 à l'instant, par exemple, x'1
à l'instant, par exemple, T'1, ou je mesure X'2 à l'instant T'2. Maintenant, si je prends l'observateur qui est, si vous voulez, lié à la gare, d'accord, qui est, si vous voulez, à la gare et qui voit le train en mouvement, il veut mesurer cette longueur. Pour lui, il est en mouvement. Donc, ce qu'il va mesurer, c'est quelque chose toujours que je dis qu'il est apparent. Il va mesurer toujours une longueur apparente. Donc, pour lui, pour mesurer si vous voulez ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas faire ce qu'il veut. Il doit, à la même instant, mesurer X1 et X2. À l'instant T1, à la même instant, il doit trouver, si vous voulez, quelque chose pour mesurer T1, mesurer X1 et X2. Donc, à l'instant, si vous voulez, T1, il mesure X1, ou à l'instant T1, il mesure X2. Sinon, le train, il bouge, ou il va mesurer une autre chose. Il va mesurer une autre abscisse qui est loin. Donc, obligatoirement, il doit pointer les deux extrémités à la même instant. T1. D'accord? Maintenant, je connais les coordonnées dans R et je connais les coordonnées dans R'. Je peux faire la transformation de Lorentz pour passer de là à là. J'applique la transformation. Vous voyez que X'1 dans le référentiel R', dans le référentiel du train. Donc, ça va être gamma multiplié par X1, ce qu'il mesure lui. Et l'instant, quand est-ce qu'il a mesuré X1? On avait dit à l'instant T1. La même chose maintenant pour X'2. X'2 dans le référentiel R', je vais l'exprimer en fonction des données dans le référentiel R. Donc, X'2, ça va être gamma, facteur 2, X2. Ou X2, quand est-ce qu'elle a été mesurée? T1, d'accord? Donc, c'est X2 moins VT1. Vous voyez qu'il apparaît avec VT1 des deux côtés. Maintenant, si je fais la différence, rétablir la longueur. Donc, X'2 moins X'1 est égal à gamma X2 moins X1. X'2 moins X'1, c'est la longueur propre, la apparente. X'2 ou X'1, c'est dans le référentiel propre. Donc, c'est une longueur propre. C'est mesuré au repos. D'accord? La boîte, elle était au repos et j'ai mesuré X'2, X'1. Donc, X'2 moins X'1, c'est une longueur propre. D'accord? Donc, c'est une longueur propre. C'est ce que j'ai noté L0. X2 moins X1, c'est ce que mesure lui. D'accord? Qui voit la règle en mouvement par rapport à lui. Donc, ça, c'est une longueur que j'appelle longueur apparente. D'accord? Donc, la relation maintenant que j'obtiens entre longueur propre et longueur apparente, il y a donc L, longueur apparente, est égale à L0, longueur propre, divisé par gamma. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que L, gamma, il est toujours supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, L0 sur gamma, c'est inférieur à L0. D'accord? Donc, j'ai toujours L qui est inférieur, si vous voulez, à L0. J'ai toujours L plus petite que L0. Donc, ça veut dire que lui, il va mesurer toujours une longueur qui est plus petite que la longueur que je mesure, moi, au repos. Alors, je mesure L0. Lui, il va mesurer L.